L'œil de l'expert aujourd'hui avec le professeur Daniel Floret. Bonjour professeur, vous êtes pédiatre, vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé et membre du Haut Conseil de Santé publique. Vous étiez intervenu il y a quelques temps. J'avais envie de faire un point avec vous sur les vaccins ce matin, comprendre un petit peu, en particulier à propos du vaccin AstraZeneca, quelles étaient les différences et quand on parle d'efficacité moindre pour l'AstraZeneca, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, dans les essais cliniques, il apparaît que l'efficacité, c'est-à-dire la capacité du vaccin à protéger contre la maladie est de l'ordre de 70%, alors que pour les vaccins ARN messagers, le taux de protection était plutôt de l'ordre de 90% ou même un peu plus. Donc il semble bien que ce vaccin soit probablement un peu moins efficace. Mais enfin bon, les essais cliniques, c'est les essais cliniques, il faut voir sur le terrain. En tout cas, même 60-70%, c'est quand même un taux de protection tout à fait significatif. Ça veut dire quoi, justement, ce pourcentage, 70%, 90%, concrètement ? Ça veut dire qu'on a 70% de chances d'être protégé ? C'est quoi ce taux ? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc 30% de risque d'attraper de ne pas être protégé contre une forme grave. Il y a combien de vaccins aujourd'hui ? Alors actuellement en France et en Europe, il y a 3 vaccins qui ont été autorisés, qui sont le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna et le vaccin AstraZeneca. Mais il y a beaucoup de vaccins qui vont arriver, enfin il y a des vaccins qui vont arriver dans les semaines qui viennent, notamment un vaccin de Janssen, peut-être le vaccin russe, pourquoi pas, le Sputnik, et puis il y a d'autres vaccins qui sont en cours d'évaluation et qui devraient arriver prochainement à l'autorisation de mise sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on a une réticence sur le vaccin chinois ou le vaccin russe ? Je crois qu'il ne faut pas parler de réticence. Jusqu'à présent, ni les Chinois ni les Russes n'avaient publié de résultats dans des revues scientifiques, n'avaient publié de résultats. Donc, ce qui fait que ce qu'on savait de ces vaccins, on le savait à travers des communiqués de presse. Et les communiqués de presse, ce n'est pas des données scientifiques. Ouais. Donc, voilà. Concernant le vaccin russe, les Russes viennent de publier dans le Lancet une étude tout à fait intéressante. Les Chinois également font une publication avec un de leurs vaccins. Bon, voilà. Tant qu'on n'a pas de données scientifiques qui ont été validées, qui ont été publiées dans des revues scientifiques et validées par des pairs, on ne peut pas tenir compte uniquement de communiqués de presse, voire de déclarations politiques. Oui. Sur l'AstraZeneca, il est conseillé aux personnes de moins de 65 ans. Qu'est-ce que ça signifie aussi exactement en termes d'efficacité ? Comment est-ce qu'on sait qu'au-delà de 65 ans, il n'a pas la même efficacité et pourquoi ? Alors, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'il n'a pas la même efficacité, on ne sait pas quelle est son efficacité, tout simplement parce que dans les essais cliniques qui ont été réalisés, il y avait un nombre trop faible de personnes de plus de 65 ans pour permettre d'avoir une évaluation scientifique de son efficacité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace, ça veut dire que le nombre de personnes qui ont été incluses dans les essais cliniques au-delà de 65 ans ne permettent pas au jour d'aujourd'hui de mesurer une efficacité dans cette tranche d'âge. Mais il y a des études qui se poursuivent. D'abord, l'étude de phase 3 qui était faite en Angleterre, au Brésil, en Afrique du Sud se poursuivent. Et d'autre part, il y a une grande étude avec 30 000 personnes incluses, je crois, aux États-Unis,
qui va bientôt donner des résultats, et on espère que l'étude américaine apportera des compléments et nous permettra de dire si ce vaccin est efficace ou pas chez les personnes de plus de 65 ans et à quel niveau. L'Afrique du Sud a dit qu'elle ne vaccinerait pas avec l'AstraZeneca. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces doses ? Elles vont être redistribuées dans d'autres pays. Et la décision c'est vrai qu'elle interpelle, cette décision de l'Afrique du Sud de dire on n'utilisera pas ce vaccin. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire du vaccin? C'est leur problème. Moi, j'en sais rien. Effectivement, la logique serait qu'ils le redistribuent dans les pays où il va être utilisé. Alors, là encore, cette décision, c'est une annonce de presse d'une étude qui montre que apparemment ce vaccin semble peu efficace contre le variant sud-africain. Mais là encore, on n'a pas les données scientifiques qui permettent de le dire. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'ils ont pris leur décision, semble-t-il. On a une question d'un auditeur qui dit est-ce que d'un point de vue éthique, on ne devrait pas avoir le choix de choisir son vaccin ? Écoutez, je pense que le vaccin, c'est quand même assez compliqué et il me semble que le choix du vaccin, pour moi, c'est une décision médicale parce que certains vaccins pourront être indiqués plus particulièrement dans certaines populations et pas d'autres. Et ça, c'est quand même une évaluation médicale. Et puis d'autre part, il ne faut pas quand même oublier que le point essentiel, c'est la disponibilité des doses. Absolument. On a des réactions d'auditeurs qui sont réticents à se faire vacciner. Véronique qui dit donc on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on sait et de quoi est-on sûr sur les vaccins ? On sait que les vaccins protègent avec des taux d'efficacité relativement élevés, en tout cas pour les vaccins ARN, à court terme. À court terme. Voilà. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle sera la durée de protection. Ça, c'est un point important, mais pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant pour dire combien de temps ces vaccins vont protéger. D'autre part, on ne sait pas non plus au jour d'aujourd'hui si le vaccin protège uniquement contre la maladie. On sait qu'il protège contre la maladie, mais on ne sait pas s'il protège contre l'infection et donc la transmission. Ça, c'est un des points. Ça, c'est un des points importants. Et puis, c'est vrai qu'avec l'émergence de nouveaux variants, il y a des interrogations. Apparemment, il ne semble pas y avoir de soucis vis-à-vis du variant britannique. Il pourrait y avoir des soucis plus importants vis-à-vis du variant sud-africain et brésilien. Là encore, on n'a pas encore les données qui permettent de dire ça ne marche pas. Ouais. Sur l'aspect bénéfice-risque, je vois un auditeur qui l'évoque, on a plus de bénéfices que de risques à se faire vacciner. Et quels sont les incidents qui sont connus aujourd'hui suite à une vaccination? Beaucoup font référence à la Norvège. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, ce qui est clair, c'est que ces vaccins, ils entraînent des effets indésirables. D'ailleurs, le contraire serait étonnant. Ces effets indésirables, ils surviennent essentiellement dans les premières semaines qui suivent la vaccination, voire dans les premiers jours. Et là, on a le recul pour dire que oui, il y en a. Il y en a sûrement un peu plus qu'avec les vaccins habituels. Mais ces effets indésirables sont de nature mineure, sont peu inquiétants. Alors, vous faites référence à la Norvège. Effectivement, en Norvège, mais dans tous les pays où on a commencé à vacciner les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, on a observé des morts. Bon, c'était quelque chose de tout à fait attendu. Et si on regarde, par exemple, les EHPAD, on vaccine actuellement dans les EHPAD. On sait que dans les EHPAD, il y a en moyenne entre 10 000 et 15 000 morts par an en France. Donc, il est évident qu'à partir du moment où on vaccine 80% de la population des EHPAD, on va avoir des décès qui vont suivre la vaccination. Et ça ne veut pas dire que ces décès sont liés au vaccin. Il faudra vérifier qu'il n'y aura pas plus de décès
que ce qui était attendu compte tenu de ce qu'on sait du risque du taux de décès qui sont observés dans ces structures. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il va falloir se faire vacciner tous les ans comme pour la grippe ou c'est un petit peu tôt pour le dire ? C'est trop tôt pour le dire. Ouais. C'est trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que lorsqu'on voit la capacité de ce virus à muter et peut-être à échapper au système immunitaire, c'est vrai qu'on a des arguments pour penser qu'effectivement, on va se retrouver dans une situation de type grippe avec la nécessité de vaccination annuelle. C'est tout à fait possible, mais encore une fois, on n'a pas du tout les données pour le dire aujourd'hui. Et une dernière question, est-ce qu'il est vrai de dire que c'est le vaccin qui a fait muter le virus ? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça parce que pour que le vaccin fasse muter le virus, il faudrait qu'il y ait une couverture vaccinale élevée. Oui. Or, les couvertures vaccinales, elles sont faibles, même dans les pays, à part si on prend Israël, qui a obtenu très rapidement, dans une petite population quand même, un taux de couverture vaccinale très élevé. En dehors de ces pays, les couvertures vaccinales sont basses. Or, pour qu'il y ait une pression de sélection, il faut qu'il y ait une couverture vaccinale élevée, ce qui n'est pas le cas. Donc, je ne crois pas que la mutation des virus soit liée à la pression de sélection des vaccins. Oui, on a une auditrice qui dit « Moi, ça me déprime quand j'écoute tout ça », mais non, il ne faut pas être déprimé. Au contraire, c'est un formidable espoir, le vaccin. Et c'est, quand on regarde, je pense qu'Israël est un bon exemple de ce qui a pu apporter de positif le vaccin, professeur. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on ne voit pas bien comment on peut sortir de cette situation sans les vaccins. Bon, le problème, c'est les doses. Effectivement, on a un auditeur qui tous les jours nous donne le point en Ariège, à peine ouvert, déjà fermé. Les centres n'ont pas assez de doses, donc on espère qu'elles vont arriver. Vous avez des informations là-dessus ? Non, ça c'est de la logistique, c'est pas vraiment le problème, mais c'était le problème prévu. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a fait des priorisations ? C'est bien parce qu'on savait que l'allocation des doses est progressive et limitée. Merci beaucoup, professeur Floret, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.